Alexandre, en 2002, tu es sorti de l'école polytechnique de Paris et après avoir occupé des fonctions liées aux technologies et à l'innovation auprès du Premier ministre, en 2009, tu as fait une excursion de 2 ans à San Francisco en tant que COO, directeur des opérations, dans une start-up fabricant de notebooks tactiles, un peu en avance sur l'iPad donc. Puis tu as rejoint la France au sein de la mairie de Paris et au ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique. En 2017, tu as intégré le groupe CLS, Collecte Localisation Satellite, qui est l'opérateur du fameux système de télécommunication Argos, où tu as réussi à lever 100 millions d'euros pour lancer en 2018 Kineis, opérateur de l'IoT spatial, dont tu es aujourd'hui le CEO. Kineis, qui est déjà activement en train de participer au développement des solutions IoT satellitaires, a planifié le lancement de ses premiers satellites en 2023. Alors, Alexandre, dans un paysage de connectivité IoT qui semble plutôt encombré, comment est-ce que Kineis compte faire sa place? Alors, le paysage, effectivement, alors plutôt qu'encombré, je dirais qu'il est complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de segments différents, tant sur la connectivité elle-même que sur les usages de cette connectivité. Et donc, tout ça nécessite un peu d'expérience et de finesse d'analyse, ce qu'on a grâce au CNES sur la partie technique et puis grâce à CLS, d'où on vient aussi sur les usages. Et donc, Kineis se place en fait entre ce qu'on va dire l'IoT terrestre, donc les réseaux terrestres qui couvrent environ 15 à 20% de la surface du globe, donc qui sont plutôt pas chers, qui sont performants, mais qui couvrent effectivement une petite partie de la planète. Et de l'autre côté du spectre, ce qu'on appelait l'IoT spatial un peu historique, où là, pour le coup, par définition, la couverture, elle est globale, parce qu'elle est satellitaire, mais elle est plus chère, elle est plus consommatrice d'énergie, donc ça donne des terminaux qui sont plus volumineux, plus chers aussi, et parfois aussi plus complexes d'intégration. Le spatial a souffert pas mal, et souvent à juste titre, mais c'est en train de changer, d'une image de complexité. Et c'est ce qu'on veut changer. Donc nous, on se passe entre les deux, et donc on va avoir une connectivité qui à la fois est globalement couvrante, c'est-à-dire qu'on va avoir un système satellitaire qui couvre l'entièreté du globe, et qui va quand même aller chercher des coûts qui sont suffisamment bas et une performance en termes d'énergie qui nous font rapprocher du monde de l'IoT. Et donc, on arrive là sur un segment qui est intéressant parce qu'il y a une très forte demande là-dessus pour pouvoir avoir un produit qui est autonome et qui marche sur l'ensemble du globe. Et donc, en termes de miniaturisation, il faut voir qu'on a quand même des balises qui suivent des animaux qui pèsent que quelques grammes. Et donc, on est vraiment dans cette mission de démocratiser l'usage, de permettre que tout ça soit bien accessible au plus grand nombre, notamment pour les applications liées à la protection de la planète et de sa biosphère, qui est l'ADN de CLS, d'où on vient. Bon, voilà qui est clair. On comprend que l'envergure de l'offre de Kineis est planétaire. Alors pourquoi avoir choisi Toulouse comme base? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais bon, après tout, c'est quand même pour nous la capitale européenne, sinon mondiale, du spatial. Ça fourmille d'expertise. Bon, accessoirement, c'est là où il y a le CNES et CLS qui sont quand même initiateurs du projet originellement. Et puis bon, l'Occitanie, c'est quand même une formidable région pour vivre, un climat et une ville très, 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 très agréable, à la fois proche des Pyrénées pour ceux qui aiment la montagne, de la Méditerranée et même de l'Atlantique pour ceux qui aiment les océans et les grandes étendues. Donc, tout ça fait qu'au final, c'était un choix assez naturel pour Kenis de s'implanter ici. Je comprends. Lever 100 millions d'euros en présentant la vision d'être un acteur majeur dans l'IoT spatial, c'était dur? Oui, oui, bien sûr. On lève pas 100 millions d'euros pardon, autour d'un simple déjeuner, on va dire. Enfin, en tout cas, pas dans le spatial. D'autant plus, enfin, plus généralement dans les nouvelles technologies, il faut arriver à être convaincant sur la technique, sans se perdre à la fois dans les détails et sans oublier une explication un peu claire de ce qu'on souhaite faire au global. En l'occurrence, pour nous, démocratiser l'accès à la connectivité spatiale au bénéfice notamment de l'environnement. Par ailleurs, le spatial, c'est un domaine qui fascine, moi le premier, et qui, à ce titre, rend les gens à la fois très, très enthousiastes et à la fois aussi très, très prudents, et pas complètement à tort, hein, parce qu'une fois un satellite lancé, ce qui en soi, du reste, n'est pas une mince affaire, hein, confère les échecs de temps en temps des différents lanceurs autour du monde, européens, américains et autres.
Mais une fois qu'on a réussi à lancer ce satellite, on n'a plus accès à l'objet. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est complètement fondamental. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ramener votre satellite au garage pour le corriger, réparer une pièce, changer la pile ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas aller là-bas pour changer un composant sur place. Donc, et vu le prix que ça coûte, on a intérêt à ce que ça soit bien pensé dès le départ. Donc tout ça doit être minutieusement pensé et testé à l'avance. Et le droit à l'erreur est quasi nul. Et donc tout ça, ça introduit un risque. Évidemment, tout investisseur étant par définition très averse au risque, il faut réussir à convaincre et surtout à rassurer. Et c'est là que nos sponsors historiques et soutiens du projet, le CNES et CLS, interviennent. Le premier pour réaffirmer la confiance et la pertinence technique du projet, le fait qu'il sera là pour nous aider à ce que tout ça fonctionne correctement. Et puis CLS sur la partie business, la partie marché, pour réaffirmer la pertinence commerciale du projet. Donc grâce à ça, notamment, mais pas que, on a réussi à lever ces 100 millions d'euros, ce qui est quand même effectivement une somme importante pour le spatial et en général par ailleurs. Effectivement. Quand tu regardes le ciel la nuit, quelle est la première constellation que tu vois? Bon, on pourra en citer beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Cassiopée et Orion, mais bon, la première est souvent un peu trop proche de l'horizon au début de soirée, donc on la voit pas toujours sur Thionville. Et l'autre se cache en hiver, hein, parce que c'est plutôt une constellation de l'été. Alors, ça a peut-être semblé commun, mais je tombe en général souvent d'abord sur la Grande Ourse, qui est une des premières constellations qu'on apprend à regarder, du reste, et sa petite sœur, la Petite Ourse. Mais ça va bien, parce que ça nous rappelle à chaque fois notre sujet commun de protection de la biodiversité. D'ailleurs, on pourra noter que les ours polaires sont suivis par des satellites avec des colliers Argos depuis déjà plusieurs décennies. Et voilà, tout ça est crucial pour nous, on en fait partie, donc voilà, c'est là-dessus que je vais tomber en premier. Et en constellation de satellites? J'aime bien regarder passer la Station spatiale internationale. Il y a ces horaires qui sont disponibles sur Internet. On la voit souvent en début de soirée, vers 19-20 heures en ce moment. Et donc, c'est toujours assez fascinant aussi de se dire qu'il y a ce petit point qui passe là-haut et il y a des humains à bord qui nous regardent. Enfin, en tout cas, nous, on les voit. Et après, en termes de constellation, bon, ça arrive qu'on voit des satellites Starlink qui passent, mais de moins en moins. Voilà, donc après, bah, on les imagine plutôt qu'on les voit. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si on peut éviter de polluer lumineusement notre ciel pour les observateurs astronomes, amateurs et confirmés, c'est aussi bien. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, James.